Donc, bienvenue à tous et à toutes pour ce troisième volet donc, de l'enseignement de Bhikshuni Thupten Chodron sur l'abandon des 4 attachements. Donc, je vous rappelle que c'est un enseignement qui n'est pas en direct. Moi, je suis en direct, mais pas, rassurez-vous, mais pas Thupten Chodron, donc qui a donné cet enseignement il y a bientôt 1 an maintenant, pendant le confinement, donc au mois d'avril, et qui nous a donné les droits donc, de pouvoir retransmettre cet enseignement. Cette série de 9 enseignements. Donc nous en sommes au 3e volet, donc c'est le premier week-end, donc nous le diffusons. Il y aura encore un autre week-end. Donc pour ceux qui prennent le train en marche ou pour vous rafraîchir un peu les idées par rapport à ce qui a été dit dans les 2 enseignements précédents. Donc, dans le premier, Thupten Chodron a montré comment l'enseignement du Bouddha sur l'interdépendance en fait touchait tous ces autres enseignements, tous les enseignements du Bouddha, notamment en résumé sur les 3 principaux aspects de la voie, qui sont le renoncement, la bodhicitta et la vue de la vacuité. Donc au niveau du renoncement, c'est justement l'enseignement sur le karma montre que si nous voulons avoir des effets, il nous faut en créer les causes. Et que si nous voulons abandonner certains résultats, il nous faut aussi en abandonner les causes. Donc il y a une relation directe entre la cause et l'effet, une relation d'interdépendance. Au niveau de la bodhicitta, c'est aussi évident, puisque nous dépendons tous les uns des autres. Et tout ce que nous devons, tout ce que nous possédons, tous les biens dont nous jouissons actuellement, en fait, nous les devons aux autres. Donc là aussi, il y a un lien d'interdépendance très fort entre nous et les êtres. Et au 3e niveau, au niveau de la vacuité, eh bien oui, puisque là aussi, puisque les phénomènes sont vides, et puisque les phénomènes sont vides, c'est-à-dire vides d'existence en soi, ça veut dire qu'ils sont interdépendants. Et puisqu'ils sont interdépendants, ça veut dire quoi? Qu'ils sont vides d'existence en soi. Donc là aussi, il y a une relation d'interdépendance entre la vacuité et dans le raisonnement même de la vacuité, de l'interdépendance. Donc voilà, c'était le premier enseignement plutôt consacré à cela. Dans le 2e enseignement, Thupten Chodron a commencé donc de parler du texte que nous allons étudier pendant cette série d'émissions, qui s'appelle « Abandonner les 4 attachements ». Donc un texte qui nous vient de la tradition Sakyapa, transmis directement par Manjushri, le bodhisattva de la sagesse, à l'un des patriarches au premier patriarche de la lignée Sakyapa, Kungan Yingpo, Sachen Kungan Yingpo. Donc, Thupten Chodron a commencé par définir le terme attachement en tibétain, qui est le mot shen en tibétain, qui signifie à la fois, on pourrait dire, adhérer et saisir, s'agripper à quelque chose. Donc, ce qui a des connotations à la fois physiques et morales aussi, ou psychologiques même, puisque ça décrit vraiment un état où l'on est complètement collé, on pourrait dire, sur le phénomène en question, où l'on est complètement agrippé et on le saisit sans pouvoir relâcher cette saisie. Donc ça, c'est au niveau physique, d'être vraiment agrippé à quelque chose, et au niveau plus psychologique de l'état d'esprit, c'est un état d'esprit qui est complètement obnubilé par un certain phénomène, par une chose, par un être ou par un objet, qui est, on pourrait dire même, obsédé. Donc il y a une fixation obsessionnelle sur l'objet. Et le mot shen en tibétain donc, veut dire ça, veut dire qu'il y a cette espèce d'adhérence et de fixation pratiquement dont on ne peut pas se détacher. Donc on l'a traduit par attachement. Mais on pourrait parler de fixation. Et dans cette fixation, au niveau psychologique, il y a un phénomène clé, c'est l'exagération. L'exagération est un moteur de l'attachement. C'est parce que justement, il y a une exagération soit des qualités de l'objet, soit des défauts de l'objet, ce qui crée une peur.
que l'on est attaché à cela et que ça fonctionne comme une espèce d'obsession, parce que notre esprit donc exagère ses qualités, exagère les caractéristiques de ce phénomène, et en fait, ces caractéristiques sont purement imaginaires, la plupart du temps, ou c'est-à-dire qu'elles sont gonflées par l'esprit. Il y a un gros écart entre la situation réelle objective et ce que l'esprit fabrique. Donc dans le terme attachement en tibétain, il y a tout ça en fait. Quand on parle de l'attachement, dans le mot tibétain, ça et dans la définition bouddhiste qui est donnée, donc, ça comprend en fait tout ce processus-là. Donc c'est quelque chose que Thupten Chodron nous invite déjà dans un premier temps à reconnaître en nous. Et elle utilise pour ça des exemples extrêmement percutants, extrêmement frappants de la vie de tous les jours, bien sûr, pour nous montrer à chacun de nous là où nous en sommes, en quelque sorte. Et nous avons tous de l'attachement. C'est quelque chose dont il faut absolument prendre conscience. On ne peut pas se voiler la face, et on est attaché à de multiples choses, parfois même à des choses complètement insignifiantes, qui nous paraissent en tout cas insignifiantes tant que l'on n'a pas réalisé à quel point on était attaché à ces choses-là. Donc la première chose à laquelle nous invite Thupten Chodron, c'était à reconnaître ce phénomène d'attachement en le décrivant très précisément et en nous montrant justement avec son humour à elle comment nous sommes dépendants de ces choses-là, comment nous créons ces situations d'attachement, ces peurs, des scénarios catastrophes, souvent, qui ne font qu'exagérer ces peurs-là. Et donc par rapport, nous allons donc voir ces 4 attachements, et chacun est un problème, en fait, un problème en soi. Et il y a 4 attachements qui sont de plus en plus, on pourrait dire, qui se portent sur des choses différentes, mais qui correspondent aussi à notre progression sur la voie de l'éveil. Et à chaque attachement, il y a un remède. Et donc, puisque l'enseignement du Bouddha a ceci de particulier, c'est qu'il nous montre à la fois le problème, la souffrance, la vérité de la souffrance, mais il nous montre aussi la voie pour se libérer de cette souffrance. Donc à chaque problème, on pourrait dire, sa solution, et chaque solution donc, amène un certain résultat. Donc pour le premier problème, donc, on avait commencé à voir hier, c'est-à-dire ce texte donc, est composé de 4 grandes maximes, 4 sentences, et la première de celles-ci, c'est « Si tu es attaché à cette vie, eh bien, tu n'es pas vraiment un pratiquant du Dharma. » Tu n'es pas vraiment un être sur une voie spirituelle, autrement dit, puisque tu es encore très attaché à cette vie. Donc le problème, en fait, c'est reconnaître en soi comment est-ce qu'on est attaché à cette vie. Et le remède qu'on va devoir appliquer à ce moment-là, c'est méditer sur l'impermanence et la mort, en voyant combien les choses changent à chaque instant, que le problème n'a en fait une réalité que sur le moment où nous le pensons, mais on ne sait pas du tout si ce problème va durer dans le futur. Et si on pense par exemple à tous nos problèmes passés, maintenant ils ont complètement disparu. Donc la méditation sur l'impermanence en fait est une manière de nous ramener au présent, à la situation présente, et à voir ce que nous sommes en train de vivre et ce qui se passe dans notre esprit. Et la méditation sur la mort aussi permet aussi de relativiser ça, de relativiser les problèmes aussi. Donc c'est le remède en fait qui est donné ici au premier attachement, l'attachement à cette vie, c'est-à-dire à quoi bon s'attacher à cette vie, puisque de toute façon nous allons tous mourir à un moment donné, et il est plus important déjà de se commencer à se préparer à ce qui va se passer dans les vies suivantes, puisque là aussi l'enseignement du Bouddha se fait référence donc à la réincarnation. Donc ces enseignements nous révèlent en fait donc, comment nous fonctionnons, là où nous en sommes, et ce premier point donc sur l'attachement à cette vie va nous amener donc si l'on médite sur l'impermanence et si on médite sur la mort à devenir vraiment un pratiquant du Dharma, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas omnibulé par tout ce qui lui arrive dans cette vie, mais qui arrive à relativiser parce qu'il a une vision beaucoup plus vaste. Sa vision n'est pas simplement limitée à ce qui lui arrive,
uniquement dans le cadre de cette vie, mais voit les choses d'une manière beaucoup plus vaste par rapport aux vies antérieures et par rapport aux vies futures. Et à partir de ce moment-là, où on a conscience justement de cette vastitude de nos vies, qui s'étendent sur depuis des temps sans commencement, les problèmes que l'on peut rencontrer à un moment T perdent vraiment de leur importance. Donc, certaines personnes ont envoyé des questions par rapport à cet enseignement. Donc, je voudrais dire à ces personnes que je ne vais pas leur répondre directement à ces questions. C'est Thupten Chodron qui donne l'enseignement, donc c'est elle qui est la plus apte à y répondre. Donc, il y aura à la fin de ce cursus une interaction avec Thupten Chodron, où là, vous pourrez lui poser directement vos questions. Par contre, ce que je ferai, c'est que lors de la méditation, tout à l'heure, quand on finira pour clôturer cet enseignement, j'essaierai de traiter d'une manière impersonnelle les questions que vous m'avez posées en vous montrant des solutions applicables. Voilà. Donc, je vais vous laisser donc, pour ce troisième volet. Je voudrais aussi souligner la qualité de la traduction d'Aurélie Vadepied, qui est vraiment très bonne, je trouve, et qui cerne vraiment de très près le style de Thupten Chodron, et qui est très vivante et très, très percutante aussi. Et une dernière chose aussi, c'est vous rappeler que nous sommes dans une situation un petit peu difficile en ce moment à l'Institut, puisque nous vivons complètement en vase clos. Nous ne pouvons recevoir personne pour la restauration ou pour l'hébergement, donc ce qui nous limite énormément dans nos revenus. Mais nous continuons, bien sûr, à offrir les enseignements d'une manière ou d'une autre. Donc là, avec des vidéoconférences ou des retransmissions. Donc là, nous en appelons encore une fois à votre générosité et à vos dons pour nous aider à nous maintenir à flot pendant cette période difficile. D'autre part, nous aimerions aussi faire une offrande à Thupten Chodron pour avoir utilisé ces vidéos, ces enseignements dans le cadre de l'Institut. Et donc, nous aimerions, à la fin de cette série, lui faire un beau cadeau. Voilà, donc si vous vouliez participer, on serait aussi très reconnaissant. Et je vous rappelle, juste comme ça, que la plus belle forme, la forme la plus sublime ou la forme supérieure de générosité dans l'enseignement c'est d'offrir l'enseignement du Bouddha. C'est ce qui surpasse toute forme d'offrande matérielle, où on dit que c'est plus fort que l'offrande matérielle, l'offrande de médicaments, et la troisième, justement, c'est l'offrande de l'enseignement. Donc voilà, c'est à ça que nous nous engageons ici à l'Institut Vajrayogini. Voilà, je vous laisse et à tout à l'heure pour la méditation. Bon enseignement. Donc on va développer notre motivation. On a une autre journée où l'on a le privilège et l'opportunité de partager le Dharma ensemble. Et ce n'est pas quelque chose que l'on doit prendre pour acquis. Parce que peu importe qui l'on était dans différentes vies passées, on a travaillé dur pour pouvoir créer les causes pour qu'on ait aujourd'hui cette opportunité. Et d'écouter le Dharma, ça nous amène tellement de bienfaits. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais on plante des forêts de graines des enseignements du Bouddha dans notre esprit, et ça, c'est vraiment très important. Et ça va avoir un impact dans cette vie, dans les vies futures, ça va avoir un impact sur notre façon de participer dans la société et dans nos relations. Donc c'est très rare d'entendre ce type de potentiel
de vie que le Bouddha nous offre. Donc essayons de vraiment chérir cela et d'écouter, de parler, de partager de la meilleure façon pour que chacun d'entre nous puisse grandir et que l'on puisse développer notre compassion, que l'on puisse développer notre sagesse et que l'on puisse progresser sur la voie jusqu'à l'éveil complet. Donc l'éveil complet, la bouddhéité, c'est notre objectif ultime. Et bien sûr, on a beaucoup d'autres objectifs qui vont venir avant celui-ci. Avoir une bonne renaissance, rencontrer le Dharma, vous savez, encore, avoir les bonnes conditions pour notre pratique, etc. Et puis il faut qu'on regarde quelles sont les causes qui vont nous permettre d'atteindre ces résultats et quelles sont les choses qui vont nous bloquer, qui vont nous empêcher d'atteindre ces résultats. Donc, dans la séparation des 4 attachements ou des 4 saisies, Ngpa Rinchen Drak parle de ce qui nous empêche et aussi de quels en sont les antidotes. Donc, on va parler du premier empêchement, l'attachement à cette vie. Et ça, c'est le plus important pour la plupart d'entre nous, parce que c'est celui sur lequel on a vraiment besoin de travailler pour pouvoir surmonter les empêchements plus subtils et les non-vertus plus subtiles. C'est très facile de mal comprendre. C'est très facile de mal comprendre celui-ci, la notion d'attachement à cette vie et au plaisir de cette vie. Et de penser que l'objectif, c'est que l'on souffre. Et que plus on va souffrir, plus on va purifier et plus on va être pur. Et que le Bouddha pense que l'on doit souffrir pour approcher la bouddhéité. Ça, ce n'est pas la position du Bouddha. Le Bouddha n'a aucune raison de nous enseigner comment souffrir. C'est quelque chose qu'on peut très bien faire par nous-mêmes. Donc, quand le Bouddha parle du fait de réduire l'attachement ou la saisie à cette vie, envers cette vie, l'objectif c'est que l'on soit plus heureux. Donc, quand on parle de renoncement, que ce soit le renoncement à l'attachement à cette vie ou à tout le samsara ou à l'attachement à notre propre éveil, tout ça c'est dans l'objectif de nous amener plus de bonheur pour nous-mêmes et pour les autres. Donc c'est très important de comprendre cela parce que sinon, on entend parler du fait de réduire et d'éliminer ces quatre saisies et l'attachement à cette vie et on se dit « Oh, mais je vais souffrir tellement si je fais ça ». Pourquoi est-ce que la pratique spirituelle doit impliquer tant de souffrance? Donc, une chose dont il faut être conscient, c'est que ce n'est pas la pratique spirituelle qui nous fait souffrir. Et ce n'est pas les enseignements du Bouddha qui vont nous rendre malheureux. Ce sont les perturbations sur notre courant de conscience qui sont les causes et la racine de notre souffrance, de notre malheur. Donc ça, c'est ce dont il faut être conscient. Et parfois, c'est difficile de réaliser cela, et même quand on le réalise, c'est difficile de l'accepter. Parce que de vraiment l'accepter dans notre cœur, ça va amener un grand changement dans notre façon d'être par rapport au monde. Comment est-ce qu'on se relie aux autres? Quel type de carrière est-ce qu'on va choisir? Il y a beaucoup de choses qui vont être affectées par cela.
Et donc parfois notre esprit se dit « Ouf, si j'abandonne tout cet attachement à cette vie, la seule alternative qu'il va me rester, c'est d'aller dans cette grotte très loin dans la montagne et de manger des orties et de méditer. Et c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. » Personne ne dit que le fait d'abandonner l'attachement à cette vie nécessite ce type de renoncement, parce que vous pouvez très bien aller dans la montagne et vivre isolé et avoir un festin d'attachement au bonheur de cette vie. Donc ce que l'on doit toujours regarder, c'est l'esprit. Revenir et à quoi est-ce que mon esprit est en train de s'accrocher? Et de ne pas surimposer des conceptions erronées sur les enseignements du Bouddha, parce que très souvent on fait cela. Aussi, quand on parle du fait de renoncer à l'attachement à cette vie, ça ne veut pas dire « ça m'est égal ». Certaines personnes vont penser « oh, si je n'ai pas d'attachement, alors tout m'est égal. Je me fiche de tout. Parce que si jamais ça m'intéresse, ça veut dire que je suis attaché. » Donc, un bon pratiquant bouddhiste va demeurer dans le détachement et juste ça lui est égal. Donc, il y a de la glace, il n'y a pas de glace, je m'en fiche. Il y a des personnes autour de moi qui souffrent, à qui on fait du mal, ça m'est égal. J'ai de l'équanimité. Et quel type de pratique spirituelle est-ce que c'est, ça? Ce n'est pas ce que le Bouddha essaye de nous enseigner. Il n'essaye pas de nous rendre apathiques comme une bosse sur une bûche de bois et d'être juste là, ah oui, tout ça m'est égal, c'est pas grave, ceci, cela. Ce n'est pas l'objectif du Dharma. Encore une fois, on peut s'abrutir tout seul. On n'a pas besoin que le Bouddha nous enseigne comment faire pour devenir complètement apathique. Le Bouddha essaie de nous enseigner comment nous intéresser, mais d'une façon appropriée. Okay. Donc hier, j'ai commencé à parler des 8 préoccupations mondaines. Je ne les ai pas toutes vues et je ne les ai pas passées en revue l'une après l'autre. J'ai un peu tout mélangé et j'ai donné des exemples vraiment un petit peu ridicules et absurdes comme celui sur la spatule. Donc sachez que peut-être que je vais donner d'autres exemples tout aussi absurdes et ridicules, mais ils représentent des choses que l'on fait réellement et que parfois, ces choses tout aussi absurdes et ridicules, c'est ce à quoi on va s'accrocher et ce à cause de quoi on va se disputer avec les autres. Et donc, d'en rire et d'en exagérer le ridicule, mon objectif, c'est de nous amener à être capables de rire de nous-mêmes et de ne pas nous prendre trop au sérieux et de réaliser que ces choses sont vraiment pas des choses auxquelles on a besoin de s'accrocher si fortement et que peut-être on peut essayer de faire attention à des choses qui sont plus importantes et être capable de rire aux choses plus ridicules, plus absurdes auxquelles on s'accroche. Mais bien sûr, quand on est coincé dans quelque chose d'absurde, en général, on ne pense pas que c'est absurde. Si vous êtes quelqu'un qui est très attaché à cette spatule et à l'endroit où elle est rangée, vous allez être vraiment contrarié quand quelqu'un comme moi arrive et la casse accidentellement. Et vous allez avoir tout un tas de raisons pour dire pourquoi est-ce que j'ai tort et que vous avez raison, etc., etc. Et ça peut devenir quelque chose de très important.
Donc ces exemples tout aussi ridicules et absurdes ne sont pas toujours si ridicules. Parce ils nous illustrent comment est-ce qu'on s'accroche, comment est-ce qu'on va concrétiser des situations. Et dès qu'on concrétise les choses, on met tout en place pour la confusion et la souffrance. Et chacun va concrétiser des choses différentes, bien que notre société, elle a certaines choses à concrétiser qui sont un petit peu envahissantes. Mais revenons au 8 dharma mondains. Se sentir, se réjouir. La première paire, c'est se réjouir quand on a de l'argent et des richesses, et se sentir abattu quand on les perd ou qu'on ne les a pas. Donc ça va inclure des choses telles que c'est notre anniversaire ou notre anniversaire de mariage, et les gens ne nous offrent pas de cadeaux. Et que une des règles de nos règles dans l'univers, c'est que les gens devraient se souvenir de ces choses-là et nous offrir des cadeaux. Donc ça nous contrarie. On n'a pas de cadeaux. On veut une augmentation parce qu'on a besoin de plus d'argent, mais c'est quelqu'un d'autre qui va obtenir la promotion. Ça nous contrarie. Ou alors on obtient l'augmentation, mais elle n'est pas aussi importante que ce que l'on pensait mériter. Donc ce qui se passe, c'est que le degré de notre attachement à l'argent et aux possessions matérielles va correspondre au degré de notre abattement et de notre énervement lorsqu'on ne va pas les obtenir ou quand ils sont détruits. Donc une bonne façon de vérifier quand on pense que l'on n'est pas attaché, c'est de regarder ce qu'il se passe quand on n'obtient pas et de voir si notre esprit reste le même à ce moment-là. Ou si on va faire des pieds et des mains pour changer la situation externe, de dire à quelqu'un d'autre que ce qu'il est en train de faire n'est pas approprié, qu'elle devrait le faire à ma façon, etc., etc. Le deuxième, c'est l'attachement au fait d'avoir une bonne réputation et l'aversion au fait d'avoir une mauvaise réputation. Donc ici, réputation, ça veut dire notre image sociale envers un grand groupe de personnes. La paire suivante, c'est l'attachement aux éloges et à l'approbation et l'aversion à l'accusation, au rejet ou à la désapprobation, mais ça, c'est plus en fonction de ce qu'une personne va penser de nous et la façon dont elle va nous parler. Celui sur la réputation, c'est notre image, même envers des étrangers. Ok. Oui, d'accord. Elle me dit qu'il faut que je vous dise que ce n'était pas son problème à propos de la spatule. Non, c'était mon problème. Donc, on pense notre réputation. Ça n'est pas, c'est pas si important que ça pour moi. Mais encore une fois, regardez. Par exemple, dans notre famille, dans notre groupe familial, on sait tous que les membres de la famille passent la plupart de leur temps à parler de ce que les autres membres de la famille sont en train de faire. C'est vrai dans votre famille? C'est vrai dans ma famille. Soit on parle de ce que les autres sont en train de faire, soit de nos chats, chiens ou nos animaux de compagnie. Et parfois on parle de politique. Mais là, on est tous d'accord dans ma famille. On veut avoir une bonne réputation dans la famille. On veut être connu comme étant bon dans ce que l'on fait, comme quelqu'un qui a réussi en fonction des standards de la famille. Dans notre milieu professionnel, on va avoir une bonne réputation. Même si les gens ne nous connaissent pas si bien, ils ont entendu parler de nous, d'autres personnes, à quel point on est intelligent, à quel point on est bon dans ce que l'on fait, à quel point on est bienveillant. On va toujours être là pour aider les autres.
Même dans nos loisirs. Peu importe le loisir que vous faites dans un groupe, on veut avoir la réputation de quelqu'un qui fait très bien ce hobby, ce loisir. Par exemple, si vous jouez au baseball, si vous voulez même de jouer à la balle avec vos enfants, vous voulez être connu dans le voisinage comme le parent qui aime beaucoup jouer à la balle avec ses enfants. Vous savez, il y a tellement de choses dans lesquelles notre image va être impliquée. Et il y a une grande partie de notre vie qui va être consumée par le fait de s'assurer d'avoir une bonne réputation et de se promouvoir nous-mêmes. Et je pense que ça a été encore plus accentué récemment avec l'Internet et que tout le monde va créer cette version idéale de même en ligne. En particulier quand vous faites un CV, par exemple pour un entretien professionnel, vous créez cette image de cette personne fantastique qui peut tout faire. Ils disent, est-ce que vous pouvez faire cela? Et vous ne savez pas comment le faire, mais vous allez dire, mais j'apprends très vite. Donc je sais, à chaque fois que je pose une question à quelqu'un, si elle me répond qu'elle apprend vite, ça veut dire qu'elle ne sait pas comment le faire. Mais on ne veut pas dire qu'on ne sait pas comment le faire, on dit qu'on apprend vite. J'avais cet objectif quand ma nièce candidatait pour l'université il y a quelques années et qu'elle devait écrire un essai sur elle. J'avais cet objectif de lui suggérer d'écrire aussi à propos de ses faiblesses. Wow! J'ai été complètement mis de côté pour ça. Mais pour moi, si je fais passer un entretien à quelqu'un pour quelque chose comme ça, je vais essayer de regarder l'honnêteté de cette personne. À quel point est-ce qu'elle est connectée avec elle-même? À quel point est-ce qu'elle est transparente et coopérative? Et pour moi, si je vois une personne qui écrit sur elle et que tout ce qui la concerne est magnifique, je vais être très sceptique. Mais apparemment, les gens qui candidatent pour des emplois ou pour l'université pensent que personne va voir les choses de cette façon. Et donc, ces choses magnifiques, que je suis fantastique, on crée cette image. Donc, vous savez, si quelqu'un d'autre a une meilleure image que nous, vous savez, quand vous êtes jeune et que vous regardez les stars du sport ou les stars du cinéma, je me souviens, il y avait un jeune homme qui était venu ici, il m'a dit, je voulais devenir basketballeur, je voulais devenir un joueur de basketball et je regardais Magic Johnson et Kobe et toutes ces personnes et j'allais devenir un joueur de basket comme eux. Parce qu'il était, vous savez, très enthousiaste par la réputation et la célébrité, c'était très attirant. Et il a dit, quand j'étais enfant, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et puis, au collège, j'ai arrêté de grandir. Et donc, de regarder, de voir comment est-ce qu'on jongle avec les choses, comment est-ce qu'on va cacher certaines choses quand on veut se créer une bonne réputation. On a tous notre propre version d'une bonne réputation et vous savez, on va essayer de faire ce que l'on pense qui va nous aider à en créer une bonne. Et la raison pour laquelle on est si attaché à la réputation, c'est parce que on pense que si d'autres personnes pensent que nous sommes des bonnes personnes, alors on doit être une bonne personne. Donc je pense que l'attachement à la réputation, pour nous être ordinaires, en général, c'est nourri par l'insécurité.
que l'on n'a pas de confiance, on manque de confiance en nous et donc on a besoin que d'autres personnes nous disent qui on est. Et si d'autres personnes nous disent qu'on est merveilleux, alors on va croire en nous. Mais ce que l'on rate ici, et c'est le piège, c'est que si l'on croit tout ce qu'une autre personne va nous dire de nous-mêmes, tout ce que les autres vont penser de nous, si on pense que c'est vrai, alors qu'est-ce qui se passe quand les gens ont une mauvaise image de nous et qu'ils commencent à faire la liste de nos défauts, qu'ils soient réels ou imaginés ou inventés? Et qu'est-ce qui se passe quand les gens parlent de nous dans nos dos? Alors on est complètement abattu. On est complètement misérable. Ma réputation a été ruinée. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et qui je suis? Et ça devient vraiment une question existentielle pour certaines personnes. Parce qu'en fait, ils s'en remettent tellement au fait que d'autres personnes vont leur dire qu'ils sont super et que d'autres personnes leur disent qui ils sont. Vous voyez cette tendance en vous-même? Et donc la solution, c'est d'apprendre à s'évaluer nous-mêmes, à s'estimer nous-mêmes. Et pour s'évaluer nous-mêmes d'une façon réaliste, sans un jugement trop dur. En d'autres termes, savoir quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts, les reconnaître tous les deux. Et savoir que l'on peut s'améliorer dans le futur. Parce que si on est capable d'évaluer nos propres actions, nos propres comportements et pensées, alors on n'a pas besoin de s'en remettre aux autres pour nous dire si on est ou non une bonne personne. Et on n'a pas besoin de s'en remettre aux autres pour avoir confiance en nous. Donc c'est toujours un signe pour moi quand je rencontre des personnes qui sont toujours en train de me dire à quel point elles sont géniales et le nombre de personnes connues qu'elles connaissent et ce qu'elles ont accompli. Et vous savez, ils me donnent leur carte et il y a cette liste de présidents de ceci, vice-présidents de cela. Et vous savez, quand les gens me disent toujours à quel point ils sont géniaux, dans mon esprit, je me dis oh, cette personne ne croit pas vraiment en elle. Elle a besoin de m'impressionner parce que elle a peur que si elle est juste naturellement qui elle est, alors je ne l'aimerai pas. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que je veux voir qui est la personne et pas qui son image Facebook va être. Tout le monde peut se créer une image Facebook. De vraiment essayer de revenir vers nous-mêmes et de s'évaluer nous-mêmes. Il n'y a rien de mal à identifier nos qualités. Et on devrait savoir quelles sont ces qualités pour qu'on puisse les utiliser pour contribuer au bien-être des autres. Donc on a besoin de savoir quelles sont nos qualités. Mais quand on sait ce qu'elles sont, on n'a pas besoin d'être fier ou arrogant à propos de ces qualités. Parce qu'il va toujours y avoir quelqu'un qui sera meilleur que nous. Et donc je pense que c'est bien, il faut se réjouir qu'il y a des personnes qui sont meilleures que nous. Parce qu'alors on a des personnes de qui on peut apprendre. Et aussi parce que si l'on pense que l'on est le meilleur, ça c'est une position vraiment très stressante à garder. On veut impressionner les gens avec une très très bonne réputation, mais alors, vous savez, vous êtes assis
sur ce piédestal et comment est-ce que vous arrivez à rester stable? Parce que vous êtes toujours en train d'essayer de faire plaisir à tout le monde pour garder votre réputation. Donc en fait, c'est plutôt stressant. Et dès que quelqu'un n'aime pas ce que vous êtes en train de faire, alors vous êtes là, oh non mais je sers à rien. L'autre difficulté dans le fait de s'évaluer nous-mêmes, c'est cette tendance à trop se critiquer, à trop s'autocritiquer. Ce sont des attentes irréalistes. Donc ça va aussi contribuer à notre abattement, à ce sentiment d'abattement et de tristesse, et donc à cette aversion quand on a une mauvaise réputation. Parce qu'on va dans cet autre extrême, alors je sers à rien, je peux rien faire. Tout le monde pense que je suis une moins que rien. Et pourquoi est-ce qu'ils pensent que je suis une moins que rien? Parce que je suis une moins que rien. Donc encore une fois, tout ça c'est pour utiliser le terme de Joe Biden, tout ça c'est des foutaises, des balivernes. C'est juste des âneries que notre esprit a créées. Donc, à chaque fois que l'on se juge aussi durement, ça aussi c'est une surimposition, c'est une conception erronée, ce n'est pas en harmonie avec le Dharma. Ok? Donc c'est très important d'apprendre à être à l'aise avec nous-mêmes. J'ai des qualités et j'ai des défauts. Et j'accepte tout ça. Et je sais que dans le futur, je peux grandir. Et vous continuez votre vie plutôt que d'avoir tant d'anxiété à propos de ce que les gens vont penser de vous. Comme, quelles sont mes notes? Comment est-ce qu'on me note? De demander à quelqu'un qu'on connaît. Quelles sont mes notes? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Hein? Et qu'est-ce que tu penses de moi, toi? C'est mon chat? C'est mon chat. Est-ce que mon chat m'aime? Elle va monter. Et la voilà. Viens, viens. Présente-toi. Présente-toi à tout le monde. Ici, c'est mon petit chat. Son nom, ça veut dire amour. Oh, ok, ma petite. Oui, oui. Tout va bien, tout va bien. Dis bonjour à tout le monde. Ok. Elle vous dit bonjour avec sa queue. Ok, donc on veut apprendre à s'évaluer nous-mêmes d'une façon réaliste et de ne pas se mettre trop de pression interne. Et donc la troisième paire, c'est l'attachement aux éloges et à l'approbation et l'aversion au rejet et à la désapprobation. Donc encore une fois, mais oui, ton esprit se raconte des histoires, chérie, personne ne te fait de mal. Donc, on veut entendre des éloges. Tu es un chat tellement adorable. Tu es le meilleur par ici, je t'aime pour toujours et toujours. On veut entendre des choses agréables qui font faire du bien à notre ego. Et on veut que les gens approuvent ce que l'on est en train de faire. Donc ça, parfois, ça peut devenir vraiment un très grand empêchement à notre pratique du Dharma. Parce qu'on veut aller aux enseignements, on veut aller faire une retraite, mais les gens autour de nous, peut-être qu'ils ne vont pas approuver. Et donc, vous allez au travail, après vos vacances, et les gens vous demandent, alors, qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu es allé? Au Grand Canyon? Dans les Andes? Qu'est-ce que tu as fait? Et vous répondez, je suis allé faire une retraite de méditation, c'est génial. Et vos collègues vous regardent et vous disent,
Tu t'es assis et tu as regardé ton nombril pendant une semaine? Ok, pourquoi est-ce que tu sors pas un peu et vis un petit peu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et donc là, on se sent complètement abattu. Ils n'approuvent pas. Ou notre famille n'approuve pas ce qu'on est en train de faire. Et c'est là que entrent en jeu les personnes qui veulent toujours faire plaisir à tout le monde. Une fois, on a cette habitude au centre, après les cours, souvent on fait des sketchs. Et donc, une fois, il y avait des personnes qui ont fait un sketch sur le fait d'être des personnes qui veulent faire plaisir à tout le monde. Vous connaissez ça, les personnes qui veulent faire plaisir à tout le monde? Ce sont ceux qui vont toujours vouloir prendre soin de tout le monde, s'assurer que tout le monde va bien et qu'ils font des pieds et des mains pour s'assurer que tout va bien. Pour que tout le monde les aime et que tout le monde pense qu'ils sont de bonnes personnes. Et donc, vous pouvez vraiment voir ça dans les personnes qui veulent faire plaisir à tout le monde. Ils ont besoin de ce flux constant d'approbation de la part des autres. Donc, encore une fois, ça, on en revient au fait de développer une confiance en soi valide, plutôt que de s'en remettre à ce que pensent les autres. Donc, on veut l'approbation, on veut des éloges, mais si quelqu'un nous accuse, nous rejette, nous désapprouve, alors on panique complètement. Si on nous accuse parce qu'on a vraiment fait cette erreur, on se met en colère, ou alors on est complètement abattu et on se déteste. Donc, c'est soit une extrême ou l'autre. Si les gens nous accusent de quelque chose que l'on n'a pas fait, waouh! Alors là, on est complètement submergé par la rage. Donc ça, c'est l'attachement à l'approbation, aux éloges et l'aversion au rejet. En fait, je pense que la culpabilité, c'est un mot qu'on devrait éliminer. Parce que lorsqu'on parle de culpabilité, on veut attribuer la cause d'une situation très compliquée à une seule personne. Tu es le coupable parce que tu as fait cela. Mais il n'y a aucune situation qui est la cause des actions d'une seule personne. Il y a beaucoup de personnes impliquées. Il y a beaucoup de personnes qui ont créé l'ambiance, le milieu dans lequel ce type de situation a pu arriver. Donc la culpabilité, c'est la façon facile de s'en sortir en disant qu'on n'a pas de responsabilité. Mais encore une fois, toute cette question de responsabilité, c'est vraiment compliqué pour nous parce que soit on va prendre nos responsabilités pour des choses qui ne sont pas de notre responsabilité, ou alors on ne va pas prendre nos responsabilités pour des choses qui sont de notre responsabilité. Donc c'est très intéressant de regarder notre propre esprit. Et de comment est-ce qu'on fonctionne dans ces moments-là. Je veux dire, les parents, souvent, ils vont se sentir responsables pour des choses que leurs enfants ont fait et qui ne sont pas de leur responsabilité. Vous élevez vos enfants du mieux que vous pouvez, mais vous ne pouvez pas contrôler ce que l'enfant va faire. Non. Un parent vient juste de me corriger. La mère prend les responsabilités pour tout ce que sa fille va faire de bien, mais chaque erreur que sa fille va faire, c'est de sa propre responsabilité à elle. Ok. Maintenant que ça, c'est clair. Oui, ça c'est les choses des parents. Qu'est-ce que j'ai fait de mal?
qu'est-ce que j'ai mal fait? Mais votre boulot en tant que parent, c'est d'élever votre enfant aussi bien que vous le pouvez, mais vous ne pouvez pas contrôler tout ce que cet enfant va faire. Donc, vous faites de votre mieux et ensuite il faut lâcher prise. Plutôt que de penser que tout ce que l'enfant va faire est de votre responsabilité. Et ensuite, la quatrième paire des 8 dharma mondains, c'est l'attachement aux sensations, plaisir sensoriel, et l'aversion aux sensations désagréables. Donc on veut tous voir de belles choses, on veut tous décorer notre propre habitat à notre façon, avec les couleurs que l'on aime, à la façon dont on aime que ce soit. Il y a certaines personnes qui veulent que les murs soient remplis de choses et d'autres personnes veulent qu'il n'y ait rien sur les murs. Mais on veut tous toujours voir ce que l'on pense être beau. On veut entendre des choses agréables, de belles choses comme des sons agréables. Et vous savez, pas des grincements sur un tableau noir. Parce que je ne sais pas si les nouvelles générations connaissent même ce son, en tout cas pas dans les pays développés. Dans les pays en développement, peut-être qu'il y a encore des tableaux noirs. On veut écouter la musique que l'on aime. On ne veut pas écouter la musique de la génération de nos parents ou de la génération de nos enfants. Quand vous allez chez le dentiste, vous voulez entendre un certain type de musique ou pas de musette du tout. Mais vous ne pouvez pas le contrôler. On veut sentir des odeurs agréables. On ne veut pas sentir les produits ménagers ou la javel. Mais on ne veut pas non plus sentir l'odeur du pipi et du caca. On veut des odeurs agréables. Vous allez en Inde et vous ne pouvez pas contrôler ce que vous allez sentir en Inde. Et vous ne savez jamais ce que vous allez sentir et quand est-ce que vous allez le sentir et pourtant, bam, c'est là. Il y a beaucoup de gens qui rentrent chez eux à cause de ça. Le goût. On veut manger le type de nourriture que l'on aime. Et les gens qui font de la nourriture transformée, ils le savent. Donc, par exemple, toutes les chips. Quand vous mangez des chips, vous êtes le produit de la manipulation commerciale. C'est vrai? Parce que ils testent toutes les chips pour avoir exactement la combinaison appropriée d'huile, de sucre et de sel pour que les gens les aiment et veulent en manger encore et encore et encore. Donc quand vous commencez à manger ces chips et que vous les aimez et que vous y revenez pour une autre poignée et encore une autre poignée, vous êtes le produit de leur manipulation. C'est vrai, non? Mais on aime tellement ça. Je supporte pas les chips. Mais vraiment, elles sont tellement salées et tellement grasses. Donc je sais que vous allez dire que je ne sais pas ce que je rate, mais je sais pas et je suis bien contente de pas savoir. Mais on veut manger un certain type de nourriture. Quand vous voyagez, très souvent, vous ne pouvez pas contrôler quel type de nourriture vous allez avoir. Et vous ne pouvez pas contrôler comment est-ce que le cuisinier va le faire. Et donc, vous voyez des gens, quand le goût n'est pas ce qu'ils veulent, ils s'énervent vraiment dans les restaurants. Vous avez déjà vu des gens qui faisaient tout un pataquès dans le restaurant? Est-ce que vous avez été avec des gens qui faisaient tout un pataquès dans le restaurant? Est-ce que peut-être vous avez fait tout un pataquès dans le restaurant? Ah non, moi je ferais pas ça. Mais vous devriez voir ma famille dans un restaurant qui disait reprenez ce steak. Il est trop cuit.
Mais comment osez-vous me servir ce steak? Et tout le monde dans le restaurant se tourne et vous regarde. Mais maintenant qu'ils réouvrent les restaurants, il y a moins de gens parce qu'il faut avoir suffisamment de distance entre les gens. Et donc il y a moins de gens qui vont vous regarder quand vos proches vont faire ça. Mais on est tellement sensible à ce genre de choses. Le lit. Le lit. Si vous voulez un lit plat, il a intérêt à être plat. Si vous voulez qu'il soit incliné, il a intérêt à être incliné. Si vous voulez qu'il soit moelleux, il a intérêt à être exactement aussi moelleux que ce que vous voulez. Si vous voulez qu'il soit ferme, il a intérêt à être aussi ferme que ce que vous voulez. Et ensuite, vous partez pour avoir l'ordination complète en Taïwan et ils vous donnent un endroit où dormir et vous n'avez pas le choix. Et c'est pas aussi moelleux que ce que vous vouliez et c'est pas aussi ferme que ce que vous vouliez. Et vous dormez là et vous êtes très heureuse. On veut tous la température appropriée. Et on peut le voir. À chaque fois qu'on fait une retraite, il faut qu'on ait une règle qui dit que personne va se lever au milieu d'une session. Pourquoi? Parce que sinon, il y a une personne qui va ouvrir la fenêtre parce qu'elle a trop chaud, et 2 minutes plus tard, quelqu'un d'autre va venir pour fermer la fenêtre parce qu'elle a trop froid. Donc, on veut tous la température appropriée. Donc, tout ce genre de choses, là où je veux en venir, c'est que on a ce potentiel humain incroyable de développer un amour et une compassion égale pour tous les êtres, sans discrimination. On a ce potentiel à réaliser la réalité des choses. Notre potentiel humain est incroyable. Vous pensez que même de développer la concentration en un point, où on peut se concentrer sur un seul objet, à quel point ça c'est incroyable. Mais à quoi est-ce qu'on passe notre temps? À penser à la couleur du tapis? Est-ce que les gens nous aiment? Est-ce qu'on nous a trompés? Est-ce que j'ai payé $2 de trop au magasin? Notre potentiel humain incroyable, on l'utilise à regarder qu'est-ce qui se passe à la bourse. Ah, la bourse est remontée, super. Ah, la bourse est redescendue, oh non. Et donc, dans une journée en particulier de nos jours, on passe de haut en bas, haut en bas. Parce que ça change tellement, ça change tellement. Donc, qui sait? C'est quand vous pensez vraiment à votre potentiel humain à long terme. Alors, il faut qu'on se dise comment est-ce qu'on utilise notre temps, sur quoi est-ce qu'on se concentre. Donc ça va nous amener au fait de parler des désavantages de ces 8 dharmas mondains. Donc je voulais juste que ce soit très clair dès le début. Personne ne vous dit que vous ne devriez pas être attaché et que vous ne devriez pas être énervé ou en colère. Donc ne rentrez pas dans ce cercle que quelqu'un d'autre vous dit ce que vous devriez ou ne devriez pas faire, ou ce que vous devriez ou ne devriez pas ressentir. Parce que la plupart des gens, en particulier les Américains, les Européens, sont beaucoup plus, je pense, ancrés. Mais les Américains ne nous disent pas ce que l'on doit faire parce qu'on va faire l'opposé, le contraire. Donc personne ne vous dit ce que vous devriez ou ne devriez pas ressentir, encore moins le Bouddha et sûrement pas moi. Mais vous devriez toujours m'aimer. Ça, c'est la première règle de tout l'univers. Mais à part ça,
Ne pensez pas que l'on vous juge, que le Bouddha va vous juger ou un autre pouvoir extérieur et que tout d'un coup vous devez vous stresser et pour vous dire que vous n'êtes pas attaché ou alors vous savez vous forcer pour supprimer certaines choses et donc pour que vous ne soyez pas énervé ou en colère. On ne parle pas de devoir. On ne parle pas du standard de quelqu'un d'autre sur ce que vous devriez être. Ce dont on parle, c'est regarder à l'intérieur de vous-même. Pensez à quel type de personne vous voulez être. Pensez à quel type de vie vous voulez avoir et quels sont vos objectifs à long terme. Et ensuite, voyez si l'attachement à 4 de ces 8 et l'aversion envers les 4 autres, voyez si ça vous aide à atteindre vos objectifs et votre bonheur, ou si au contraire ce sont des obstacles. C'est ça qu'on nous demande de faire ici. Regardez votre propre vie. N'écoutez pas ce que les autres ont à vous dire. Mais faites juste un petit examen, une analyse de votre vie. Commencez avec le premier. Quand je suis attachée au fait d'avoir de l'argent et des cadeaux, comment est-ce que ça va se manifester dans ma vie? Et qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir l'obtenir? Et qu'est-ce que j'ai sacrifié pour l'obtenir? Et qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est vraiment en accord avec mes valeurs ou est-ce que ce type d'attachement a fait que je suis allée dans des activités qui ont créé du karma négatif ou des activités qui, je sais, du fond du cœur, ne sont pas de bonnes activités et que même si je les cache, ce sont des activités qui m'ont fait perdre un petit peu le respect que j'ai pour moi-même. Et donc ça demande beaucoup d'analyse interne. Personne ne nous dit ce que l'on doit être. Donc s'il vous plaît, souvenez-vous de ça. Ok, donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est Ngpa Rinchen Trak, son maître Dragpa Gyaltsen, a écrit une version plus longue de la séparation des 4 attachements. Et à l'intérieur, il parle des désavantages des 8 dharmas mondains et des désavantages de l'attachement à cette vie. Donc je pensais que pour amplifier ce que notre auteur, ce qu'il a dit, ça pourrait être intéressant de voir ce que son maître disait. Donc Dragpa Gyaltsen a dit: si vous vous accrochez à cette vie, vous n'êtes pas un pratiquant. Pardon? Vous me dites que je ne suis pas un pratiquant, mais regardez mon autel. J'ai les statues de Bouddha les plus chères et j'ai des statues de Bouddha magnifiques et ce sont les plus belles de toutes les personnes dans notre groupe du Dharma. Celle-ci magnifique, vous savez combien elle coûte? Vous savez où est-ce que je l'ai obtenue? Et j'ai un stupa. Et j'ai un texte. Le texte, il est écrit en lettres d'or. Ce texte a été tellement difficile à obtenir, le Prajnaparamita, écrit en lettres d'or. Je n'arrive pas à le lire, mais vous savez, c'est magnifique et c'est vraiment très cher. Et regardez aussi ce qu'il y a sur mon autel. Oui, la photo. La photo de mon maître et de moi, que mon maître a signé. Pour moi, avec amour et appréciation, parce que tu es tellement un pratiquant du Dharma fantastique, avec le nom de votre maître. Est-ce que tu as une photo avec ton maître et toi, ensemble, qui est signée par ton maître? Oh, non, vraiment, tu n'en as pas? Oh. Je suis tellement désolée.
Je vais voir si je peux parler à certains des lamas que je parle. Vous savez, je connais les grands lamas. Je peux voir si je peux y remédier pour toi, parce que je connais beaucoup de grands lamas. Ok. Parce que je suis un très bon pratiquant. Donc, Drangpa Gyaltsen, de quoi il parle quand il dit « si vous vous accrochez à cette vie, vous n'êtes pas un pratiquant ». Eh bien, vous savez, vous accrocher à cette vie, tout le monde le fait. Vous n'avez pas besoin d'être un pratiquant pour vous accrocher à cette vie. En fait, il n'y a rien de spectaculaire au fait de s'accrocher à cette vie. C'est la marque d'une personne ordinaire. Le premier cours enseignement du Dharma auquel je suis allée, mon maître a dit les animaux, vous savez, par exemple, vous prenez un chien et vous nourrissez le chien et le chien, il va vous aimer et il remue la queue. Vous êtes un étranger et le chien va vous aboyer après vous. Donc, aimez vos amis, haïr vos ennemis. C'est ce que le chien fait. Non? C'est exactement ce que va faire le chien. Et il nous a dit, si vous êtes un être humain et que c'est ce que vous faites de votre vie, c'est aider vos amis et haïr vos ennemis, peut-être que vous le faites d'une façon plus sophistiquée, mais c'est essentiellement la même chose. Je me souviens d'être assise ici, là, et d'écouter ça et de me dire, waouh, il a raison. Il a raison. Donc, s'accrocher au bonheur de cette vie, ce n'est pas une qualité exceptionnelle de l'intelligence humaine. C'est une qualité des êtres vivants ordinaires comme les animaux, et ça inclut tous les insectes. Okay. Et donc, Drangpa Gyaltsen continue et dit tout d'abord, ne pas s'accrocher à cette vie, la discipline éthique, l'étude, la réflexion, la méditation. Celui qui va poursuivre ceci pour le bien de cette vie n'est pas un pratiquant. Et donc, il faut mettre ça de côté. Et donc, on revient, attendez, pardon. Mes maîtres ont dit que je suis supposée garder une discipline éthique, étudier les textes, réfléchir sur leur sens et méditer. Et je fais tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'il me dit que celui qui va poursuivre cela pour les biens de cette vie n'est pas un pratiquant? Parce que peut-être qu'on fait cela, mais quelle est notre motivation? Donc être un pratiquant, ce n'est pas l'apparence que l'on va avoir. On sait comment avoir l'apparence d'un pratiquant. On a eu toute une vie pour s'entraîner à prétendre être ce que l'on n'est pas. On a eu toute une vie pour pouvoir mettre des œillères sur les yeux des gens. Ce que Drangpa Gyaltsen dit, c'est que ça, ce n'est pas une motivation appropriée pour faire des activités qui ont l'air d'être des activités du Dharma, mais qui ne le sont pas, parce qu'on a une mauvaise motivation. Et il continue en expliquant, tout d'abord, pour expliquer la discipline éthique. Et il nous donne les bienfaits de la discipline éthique. C'est la racine des migrations supérieures. La discipline éthique, c'est la cause première pour une bonne renaissance, pour une renaissance fortunée. C'est l'escalier qui nous mène à la libération. Tout ce que vous allez pratiquer, que ce soit le véhicule fondamental, que ce soit le véhicule universel ou le véhicule du Vajra, tout ça c'est basé sur la discipline éthique. Donc c'est l'escalier. Tous ces différents niveaux de discipline éthique, ce sont les marches qui vont nous mener jusqu'à la libération. Et donc la discipline éthique est l'antidote à la souffrance. Pourquoi est-ce que c'est l'antidote à la souffrance? Parce que si l'on ne fait pas de mal aux autres, ils ne vont pas nous faire de mal.
la meilleure façon de se disputer avec quelqu'un, c'est de commencer la dispute, non? Comment est-ce qu'on commence une dispute? On fait quelque chose qui va agacer quelqu'un d'autre, énerver quelqu'un d'autre, non? Ou alors qui va un petit peu piétiner ou écraser leurs intérêts ou leurs besoins. Mais si on garde une bonne conduite éthique, on va pas faire ça. Et donc on est déjà en train de prévenir beaucoup de disputes. C'est tellement intéressant, vous savez, vous regardez comment est-ce que les politiciens fonctionnent, en particulier l'administration actuelle. C'est tellement un bon exemple de tellement de ces choses-là. Comment est-ce que c'est facile de créer un conflit, vous savez, juste en ne suivant pas la discipline éthique et en dépassant les limites et en faisant du mal aux autres. Donc ça, ce sont certains des bienfaits de la discipline éthique. Un autre bienfait, il n'en parle pas tellement ici, mais c'est quand on a une bonne discipline éthique, on n'a pas de culpabilité, on n'a pas de remords, on n'a pas de regrets, on a une conscience claire. Quand on n'a pas une bonne discipline éthique, même si on a réussi à tromper d'autres personnes, à l'intérieur de nous-mêmes, on n'est pas à l'aise. Et c'est nous qui allons devoir vivre avec nous-mêmes. Et c'est nous qui allons mourir et qui allons devoir regarder la façon dont on a vécu notre vie. Si on a vécu une vie, vous savez, dans laquelle on a été délibérément négligent ou qu'on a fait du mal aux autres délibérément, il va y avoir beaucoup de, vous savez, de poids, beaucoup de poids sur notre esprit, ce type de poids. Si on a vécu une vie en gardant une bonne conduite éthique, même en commençant avec les 5 préceptes, ne plus tuer, ne pas prendre ce qui nous a pas été donné, ne pas s'engager dans une inconduite sexuelle, ne pas mentir, ne pas prendre d'intoxicants, même ces 5 de base, si on les abandonne, alors déjà on prévient tellement de problèmes dans cette vie. Et donc on n'aura pas tellement de culpabilité et de regrets, de remords, etc. pendant notre vie. Parfois, je me demande, vous savez, si une partie de la raison pour laquelle les gens, quand ils vieillissent, deviennent tout courbés, est-ce que c'est vraiment à cause des os et des muscles, mais est-ce que c'est pas aussi un peu à cause du poids de leur comportement malveillant? Est-ce que c'est pas ça aussi un petit peu qui les courbe? Parce que vous pouvez voir parfois quand vous rencontrez des personnes qui ont eu certaines expériences et qui ont agi de certaines façons, vous pouvez le voir quand il y a quelque chose de vraiment très lourd qui pèse sur leur cœur. Et c'est triste. Donc ça, c'est un des bienfaits de garder un comportement éthique. On se libère de cela et on s'aime et on se respecte. Donc Dronpa Gelson continue. Donc vous ne pouvez pas y arriver, vous ne pouvez pas réussir une discipline éthique de cette façon. Mais en ce qui concerne la discipline éthique qui s'accroche à cette vie, c'est la racine des 8 dharmas mondains. Comment est-ce que la discipline éthique peut être la racine des 8 dharmas mondains? Eh bien, on peut agir comme si on avait une bonne conduite éthique et on peut être très fier de notre conduite éthique. Regardez à quel point je suis un bon pratiquant du Dharma. Je garde tous mes préceptes à 100%, parfaitement. Même dans la façon dont je m'habille, je suis l'image parfaite d'un pratiquant du Dharma parfait. Et je donne à tout le monde une bonne visualisation. Et je garde mes préceptes de façon
parfaite et tout le monde me respecte pour cela. Et ils me donnent des offrandes. Parce que je suis un tellement bon pratiquant. Et donc, j'ai beaucoup d'offrandes. Et donc, ce bol est un petit peu trop petit. J'ai besoin d'un bol plus grand pour qu'il puisse contenir toutes les offrandes que l'on me donne. Parce que je suis un si bon pratiquant. Ok? Donc ça, c'est la racine des vies dharma mondains. Ça va attirer des accusations d'un comportement immoral. Donc, quand on garde une bonne discipline éthique, quand on fait les choses appropriées pour les mauvaises raisons, quand on fait ça, ça va attirer des accusations d'un comportement immoral. Parce que alors que certaines personnes vont peut-être rentrer dans notre jeu, d'autres personnes vont nous regarder et dire « Non, mais tu te prends pour qui? On sait à quoi tu joues. On sait quel jeu tu es en train de jouer. » Et donc, ils vont faire la liste de tous vos comportements immoraux et le crier sur tous les toits. Et peut-être même vous accuser de choses que vous n'avez pas faites. Et ça va devenir un gros problème. Ça attire des accusations d'un comportement immoral. Parce qu'on était là à marcher comme ça en pensant qu'on était un modèle de vertu. Ça va vous rendre jaloux de ceux qui ont une discipline éthique. Donc quand on voit des gens qui sont d'honnêtes pratiquants du dharma, qui sont de vrais pratiquants du dharma, on devient jaloux et on veut les rabaisser un petit peu et les critiquer dans leur dos pour que les autres n'aient pas une image trop élevée d'eux et qu'à la place, ils vont avoir une image élevée de nous. Ça, c'est la façon de briser le premier vœu de Bodhisattva, c'est-à-dire se faire l'éloge de nous-mêmes et de critiquer les autres par attachement au fait de recevoir des éloges et des offrandes. Mais c'est ce que va amener le fait d'avoir une fausse discipline éthique. On devient jaloux de personnes qui pratiquent honnêtement et réellement et on veut les rabaisser. Ça rend votre propre discipline une simple prétention, parce que vous êtes là, vous êtes faux, vous faites semblant d'être ce grand pratiquant plein d'éthique. C'est la racine qui va créer des migrations inférieures, parce qu'encore une fois, notre esprit n'est pas vertueux. Nos actions ont l'air d'être vertueuses, mais notre esprit n'est pas vertueux. Donc on crée les graines pour une mauvaise renaissance. Donc Drampa Gyaltsen conclut en disant « Mettez de côté la prétendue moralité. Gardez une bonne moralité, mais mettez de côté la prétendue moralité. » Il continue en parlant de l'étude et la réflexion, les études et la réflexion, et de faire cela sous l'influence des 8 dharmas mondains. Donc, je vais commencer à parler de cela, mais les gens en ligne, si vous avez des questions, vous pouvez peut-être commencer à les écrire. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions là aujourd'hui avant que je continue? Ah oui, il y a une question. Ok. Quelqu'un demande si, en se basant sur ce que vous avez dit sur l'égocentrisme qui est lié à une mauvaise estime de soi, est-ce que la mauvaise estime de soi est en fait de l'autocentrisme? Bien sûr, la mauvaise estime de soi est vraiment de l'égocentrisme. Pourquoi? Parce que qui est la star de la mauvaise estime de soi? De qui est-ce que l'on parle? Avec qui est-ce que l'on compatit? Qui est-ce que l'on juge? Envers qui on a de l'intérêt? À qui on s'intéresse? Il y a plus de 7 milliards d'êtres humains sur cette planète et avec la mauvaise estime de soi,
Je suis spécial parce que je suis le pire de tous. Non? Donc la mauvaise estime de soi, elle nous garde dans ce cercle à propos de moi, moi, je suis tellement mauvais, je rate tout, on a divorcé, tout est de ma faute. Vraiment? Je pensais que 2 personnes s'étaient mariées. Oh, ça, ceci est arrivé, cela est arrivé, tout ça c'est de ma faute. J'ai tellement de pouvoir que je peux faire en sorte que tout se passe mal. C'est à quel point je suis puissant. Regardez à quel point je suis mauvais. J'étais un membre de cette équipe et le projet de cette équipe a été un désastre parce que j'ai tout gâché. Parce que j'ai tout gâché. Donc la mauvaise estime de soi, c'est juste, vous savez, c'est épuisant. Quand on y pense vraiment, c'est épuisant d'avoir une mauvaise estime de soi parce que tout ce que l'on fait, c'est de tourner en rond et de se critiquer nous-mêmes, de se rabaisser, de se dire à nous-mêmes que l'on est capable de rien faire et le résultat, c'est qu'on ne se bouge pas les fesses pour essayer de faire quelque chose d'utile et d'utiliser nos qualités et nos talents et nos connaissances pour le bienfait des autres parce qu'on est tellement occupé à se dire à nous-mêmes à quel point on est incompétent. OK? Donc, à chaque fois que vous vous prenez à vous rabaisser comme ça, essayez d'appuyer sur le bouton stop et dites-vous que ça, c'est juste l'esprit autocentré. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de détruire tout ce qu'il y a de bon, donc arrêtez-le. Est-ce que la raison de base de l'autocentrisme et d'une mauvaise estime de soi, c'est la compétition parce qu'on dirait que sa sainteté ne l'avait pas vraiment connue en Asie ou au Tibet, mais qu'il était surpris de le découvrir en Occident? Je pense que c'est une très bonne question. Je pense qu'une grande partie du problème avec la mauvaise estime de soi, c'est qu'on se compare aux autres personnes. Et que ça commence quand on est tout petit. En particulier dans les cultures qui vont mettre l'accent sur le fait d'être individualiste. Johnny est allé à la crèche et il a obtenu une étoile parce qu'il n'a pas renversé son lait. Oh, mais qu'est-ce qu'il est bien ce Johnny. Et Rudolph, eh bien Rudolph, lui, il a renversé son lait. Alors, je sais pas, peut-être que Rudolph n'ira pas dans une bonne université. On commence ce genre de choses à l'âge de 3 ans, ou alors ce que l'on fait parce que l'on veut encourager tout le monde, c'est que tout le monde gagne et tout le monde est bon. Mais Et pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas tout simplement la comparaison? Et pourquoi est-ce qu'on n'enseignerait pas aux enfants comment faire pour coopérer? Et pourquoi est-ce qu'on n'enseignerait pas aux enfants à se sentir bien parce qu'ils aident les autres? Parce que les enfants vont se sentir bien naturellement quand ils aident. Quand vous êtes un enfant, vous voulez aider, vous voulez être impliqué, vous voulez faire des choses. Et donc, on leur enseigne comment faire les choses et vous les laissez faire des choses. Et donc, ils construisent leur confiance en eux de cette façon. Ils n'ont pas besoin de se comparer à leurs frères, à leurs sœurs ou à qui que ce soit d'autre. Et vous enseignez aux enfants que tout le monde a des choses différentes qu'ils aiment et que tout le monde va exceller dans des choses différentes et que c'est bien. C'est bien. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur. Et je pense que ça rendrait les enfants beaucoup plus sains psychologiquement. Parce que les gens, en particulier aujourd'hui, les jeunes ont tellement de stress. Ça commence tout petit. Il faut qu'ils se créent un CV pour pouvoir aller dans la bonne école maternelle.
Et dans une école privée, avant, il faut être allé dans un certain type de crèche et d'avoir obtenu un certain type d'étoile en or de votre crèche et un certificat de votre crèche pour que vous puissiez entrer dans une bonne école maternelle. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait aux enfants? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est tellement stressant pour eux. Et après, avant qu'ils arrivent au collège ou au lycée ou même à l'université, pourquoi est-ce que l'on voit des taux de suicide qui augmentent ces dernières années chez les adolescents et les étudiants? Pourquoi? Parce que la société, elle leur met beaucoup trop de pression. Et elle les monte les uns contre les autres, que tout le monde est en concurrence avec tout le monde pour être le meilleur. Et ça crée cette tension et ça construit des mauvaises estimes de soi. Donc, tout ça, c'est ce problème de se comparer avec les autres. Et ensuite, la société, elle vous récompense pour ça. Donc, je pense que ce qui est bien dans le fait d'être un adulte, c'est que vous pouvez réévaluer ce que vous avez appris quand vous étiez enfant et en jeter une bonne partie. Parce que vous réévaluez avec votre sagesse d'adulte et vous pouvez voir qu'il y a certaines choses que vous avez appris quand vous étiez enfant qui ne sont pas utiles. Comme le fait de vous comparer avec les autres et d'être en concurrence avec eux. Parce qu'il y a de la compétition, quelqu'un est bon, quelqu'un perd. Encore quelques questions qui sont liées à l'estime de soi. Une personne demande, est-ce que c'est OK de développer une bonne estime de soi et de la confiance en essayant de se connecter et de mieux comprendre notre nature de Bouddha? Oui, bien sûr. Et donc maintenant, il dit, un ami proche de moi a une très mauvaise estime de soi et de l'autocentrisme. Comment est-ce que je peux l'aider au mieux? Qu'est-ce qu'il serait sage de dire ou de faire ou de ne pas faire? Donc, tout d'abord, je pense que quelqu'un qui a un problème très grave d'estime de soi pourrait vraiment bénéficier d'une thérapie. Donc, je pense que peut-être que cette personne, elle peut aller voir de ce côté-là. Aussi, c'est difficile parce que vous pensez à une personne spécifique et quand je pense à des personnes avec une mauvaise estime d'eux-mêmes, il y a une gamme d'individus tellement différents à qui je donnerais des conseils différents. Donc pour certaines personnes avec une mauvaise estime de soi, ils sont tellement coincés qu'il n'y a rien que vous puissiez dire, que tout ce que vous allez dire, ça ne pourra pas rentrer. Et dans un tel cas, je pense vraiment que insister pour qu'ils recherchent une aide professionnelle, ça pourrait être bien. Pour d'autres personnes, elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, mais vous savez, vous pouvez leur parler de ce dont on a parlé là pendant l'enseignement. Et ils sont à un endroit où ils peuvent entendre et qu'ils peuvent dire « Ah oui, c'est vrai, c'est vraiment vrai. » Vous savez, ça fait du bruit depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose pour le coincer, s'il vous plaît? Ok. Relève-le un peu. L'ingéniosité. Donc, revenons à l'enseignement. Regardez par ici. Ne la regardez pas, elle, pendant qu'elle ouvre les volets. Okay. J'espère que ça répond à la question. Oui, okay. Quelqu'un demande... Est-ce que le renoncement est vraiment nécessaire pour les personnes laïques? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on le développe? Ok. Est-ce que le renoncement est vraiment nécessaire pour les personnes laïques? Eh bien, ça dépend de ce que tu veux faire dans ta vie.
Ça dépend. Le renoncement est nécessaire si vous voulez devenir un Bouddha. Si tu ne veux pas devenir un Bouddha, c'est pas nécessaire et ça n'a rien à voir avec le fait d'être une personne laïque ou d'une personne ordonnée. Le renoncement, c'est une attitude mentale. Ce n'est pas les vêtements que tu portes, ce n'est pas ta coiffure. Et il faut aussi qu'on comprenne vraiment ce qu'est le renoncement. Comme je l'ai dit, le renoncement, à quoi est-ce que l'on renonce? On renonce à la souffrance. On renonce le dukkha ou les conditions insatisfaisantes. On renonce à la première des 4 vérités des Aryas. On ne renonce pas au bonheur. Donc ça dépend ce que vous attendez de la vie. Vous savez, il y a certaines personnes qui veulent un petit peu de nirvana et juste le degré approprié de samsara. Comme ça, je peux avoir un peu de samsara, un peu de nirvana en même temps. Ça c'est très difficile à mettre en place. Mais notre situation de base, en tout cas la mienne, c'est qu'il y a beaucoup d'attachement au plaisir de cette vie, mais il y a aussi une aspiration spirituelle sincère. Donc, comment est-ce que j'augmente la dernière et que je réduis la première? Hein? Ok. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra la prochaine fois. S'il vous plaît, en attendant, essayez de faire un petit peu de méditation en analysant tout ce que vous avez pu entendre dans les enseignements. Essayez de réfléchir un petit peu à ça. Essayez d'écrire les points importants et quand vous méditez, utilisez ces points pour apprendre un petit peu de vous-même et apprendre ce qui est important pour vous. Utilisez ces points pour analyser votre comportement, votre attitude. OK? Et peut-être que vous allez en venir à certaines résolutions sur des qualités que vous voudriez vraiment accentuer dans votre pratique et d'autres qualités que vous voudriez réduire en mettant l'accent sur leurs antidotes. Eh bien, merci beaucoup, vénérable Chodron, pour cet enseignement encore extrêmement pointu et précis et pertinent, qui met l'accent sur le fonctionnement de notre esprit, qui nous invite à réfléchir justement à la manière dont nous nous comportons et dont nous nous jugeons. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant pendant cette méditation, comme vous l'avez indiqué, donc, si bien, déjà en réfléchissant ou en passant en revue les différents points qui ont été cités, qui ont été mentionnés, et notamment ceux qui nous ont le plus touchés dans cet enseignement. Dans la description du fonctionnement de notre esprit, il y a forcément des choses qui s'appliquent à nous, personnellement. Donc c'est ces choses-là que je vous invite à regarder maintenant, dans le silence de la contemplation, de la méditation, de reprendre ouvertement, honnêtement, certains points qui vous ont particulièrement touché. Et qui s'applique à la situation que vous vivez actuellement.
Et la première analyse que nous pouvons faire, c'est de regarder justement par rapport à ce premier point de l'enseignement, ce que c'est que l'attachement à cette vie. Et là, donc, le modèle qui nous est donné, c'est de regarder ce qu'on a appelé donc, les 8 comportements ou les 8 attitudes ou les 8 dharmas mondains. Donc essayez de vous les remémorer, ces 8 dharmas mondains, puisqu'ils sont le critère en fait, qui nous montre si et quand nous sommes attachés au phénomène de cette vie, dans les situations que nous rencontrons. Donc le premier point, c'est par rapport à l'argent, par exemple. Comment est-ce que nous réagissons quand nous recevons un cadeau ou une augmentation? Et comment nous réagissons quand nous ne les recevons pas? Donc on peut se rappeler certaines situations qui nous sont arrivées. Nous avons bondi de joie quand on nous a offert quelque chose, ou au contraire quand nous avons été complètement abattus parce que quelqu'un a oublié de nous offrir quelque chose. Donc essayez de revivre cette situation-là en regardant votre esprit. Quelles étaient les pensées que vous aviez à ce moment-là? Comment, dans un cas, vous vous êtes senti extrêmement heureux et fier, content, satisfait, et dans l'autre, complètement le contraire. Abandonné, oublié, abattu, déprimé, en colère. Maintenant, regardez le deuxième des dharmas mondains, c'est-à-dire celui qui est lié à la réputation. Comment est-ce que vous réagissez quand vous recevez de la part de votre entourage une belle image sociale, l'image de la réussite, l'image de la promotion, l'image du bonheur. Et au contraire, lorsque cette image est bafouée par la famille, dans le travail, par le voisinage, et regardez, c'est de voir comment est-ce que vous essayez de maintenir cette image de vous-même qui est une apparence. Donc, est-ce que les jugements de la famille, les jugements de vos collègues, de vos supérieurs vous affectent, ou au contraire, est-ce qu'ils vous laissent indifférents? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça?
Et le troisième point, c'est quand on reçoit des éloges, des compliments, comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur? Et comment on se sent quand on reçoit des critiques, des accusations? Essayez de revivre une situation où ça vous est arrivé récemment, en vous rappelant comment vous avez réagi. Qu'est-ce que ça touche en vous quand on fait votre éloge? Et qu'est-ce que ça touche en vous quand on vous adresse des critiques? Et le dernier point, le dernier attachement, c'est regarder notre attachement aux situations agréables, situations plaisantes, et au contraire notre aversion pour toutes les situations désagréables, les inconforts, au niveau des sensations, au niveau des odeurs, au niveau des sons, au niveau des goûts, dans nos expériences de la vie de tous les jours. Comment nous recherchons absolument du bonheur. Nous essayons d'éviter la moindre souffrance, le moindre déplaisir. Comment ça se marque dans votre vie? Rappelez-vous la dernière fois où vous étiez mal à l'aise ou peut-être même en colère parce que la nourriture n'était pas à votre goût. Il y avait trop de poivre ou pas assez de sel. Comment votre esprit s'est embrumé à ce moment-là, s'est fixé sur cette sensation qui ne correspondait pas à vos attentes. Donc toutes ces situations quotidiennes, en fait, nous montrent combien nous sommes attachés à cette vie. Ce sont donc des repères qui nous permettent donc de progresser sur la voie aussi. Non pas dans un sens d'indifférence, de devenir indifférent à ce qui nous arrive, mais en voyant les choses d'une manière beaucoup plus réaliste, sans que ça soit toujours centralisé sur la notion d'un moi qui doit être toujours heureux, toujours content, toujours au top. Ni en le survalorisant, ni en le dévalorisant, en pensant que l'on est nul, que l'on ne vaut rien,
que tout ce qu'on fait est inutile ou est voué à l'échec, puisque toutes ces attitudes sont fondées sur une notion complètement erronée du moi, de ce que l'on croit être, mais ce qui n'est pas la réalité. Une manière donc de lâcher prise par rapport à ces attachements, donc c'est donc dans un premier temps de les voir, de les analyser, de les voir quand ils arrivent, et après dans sa méditation, le soir, quand la journée est terminée, de les passer en revue, de voir comment on a réagi face à telle ou telle situation par rapport justement à ces 8 dharmas mondains qui se sont manifestés dans la journée. Et essayer de voir si on ne pourrait pas les vivre d'une autre façon, vivre cette situation d'une autre façon. En envisageant donc, une fois que l'on est assis sur son coussin, un autre scénario où on a du recul, où on peut voir les choses, les passer au ralenti et voir à quel moment on a échoué, où on s'est laissé emporter. Et donc, essayer de voir comment, la prochaine fois, on pourrait essayer de réagir différemment. Donc ces 8 dharmas mondains nous ramènent à l'image de soi, en fait. Ce que nous essayons tout le temps de protéger, de préserver, de maintenir. Et là-dedans, bien sûr, que chaque fois, nous oublions l'impermanence. Que c'est impossible de maintenir une image de soi qui est fausse. Et c'est ce qu'on essaye de faire constamment. Et c'est ce qui apporte beaucoup de souffrance. Donc la méditation sur l'impermanence, dans ce premier niveau, va nous aider justement à relâcher cette saisie d'un moi, d'un soi permanent, qui voudrait toujours être au top, ou au contraire, qui se sent complètement nul. Donc la méditation sur l'impermanence nous ramène à la réalité que chaque instant, donc, une continuité de moments. Notre esprit est une continuité d'instants plutôt, qui passe, et qu'il n'y a aucune situation qui est fixe, qui est permanente, aucun état d'esprit qui est fixe ou permanent, mais que tout est voué à changer sans cesse. Et que c'est uniquement dans notre pensée que les choses sont permanentes, parce que nous les croyons comme telles. Nous avons cette saisie, cet attachement, en fait, à la permanence, auquel nous croyons, auquel nous adhérons. Donc la méditation est là, justement, pour nous faire lâcher prise par rapport à ça, soit par l'analyse, comme on vient de le faire, soit simplement en se détendant dans la méditation, en regardant sa respiration, par exemple, en regardant son esprit, comment les choses changent à chaque instant. Il n'y a rien qui reste d'un instant à l'autre. Juste cette continuité qui passe. Donc, quelles que soient les situations que l'on traverse, en fait, elles ne durent pas.
Pour terminer cette méditation, je vous invite simplement à rester dans l'instant présent, enfin pas à rester, mais simplement à observer la respiration, vos sensations, voir que tout ce qui s'élève à l'instant va cesser dans l'instant suivant. Essayez de ressentir l'image que vous avez de vous-même à ce moment-là. Comment est-ce que vous vous voyez? Comment est-ce que vous vous pensez? Regardez sur quoi elle repose, cette image. Au moment présent. Regardez comment elle est fluctuante, comment elle est instable. Et comment on essaie de cristalliser des pensées autour de la notion d'un moi qui est fabriqué de toutes pièces. Et enfin, regardez la dernière chose. Qu'est-ce que c'est pour vous un pratiquant du Dharma? Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer le Dharma? Puisque nous nous identifions parfois justement à ça, à être un pratiquant du Dharma, qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la part de Dharma mondain là-dedans? Et quelle est la part d'authenticité? Quelle est la part de faux semblant, d'apparence? Quelle est la part de sincérité et de réalité? Autrement dit, quels sont nos objectifs? Quelle est notre motivation? Qu'est-ce que nous voulons, au fond? Et ça, c'est la question fondamentale. Qu'est-ce qu'on veut? Si ce qu'on veut, c'est l'éveil, alors il faut commencer par les premières étapes, par le renoncement. Non pas le renoncement au plaisir, au bonheur, au contraire, mais le renoncement à la souffrance. Ce qui va nous permettre de renoncer à la souffrance, d'éliminer la souffrance, c'est d'éliminer justement ces 4 attachements.
Donc on va dédier les mérites que l'on a, disons, acquis pendant cette matinée à écouter l'enseignement, y réfléchir et le méditer. Pour que ça nous permette de faire un pas de plus vers l'authenticité, vers l'éveil, en suivant la vraie voie, la voie authentique du Bouddha, en éliminant les idées erronées, les conceptions fausses, en apprenant à mieux nous connaître, pour mieux fonctionner avec nous-mêmes et avec les autres. Voilà, merci pour votre écoute, votre pratique, votre intérêt et votre motivation. À tout à l'heure, on reprend à 15h. Et merci à Thupten Chodron pour son enseignement.